Et on va regarder tout de suite un petit film très court, un petit clip d'une minute sur le parcours de Jimmy Carter. Voilà, celui-ci, Thomas. Et puis on se retrouve tout de suite après. I see an America on the move again, united, a diverse and vital and tolerant nation, an America that lives up to the majesty of our Constitution and the simple decency of our people. This is the America we want. This is the America that we will have. Our nation should always derive its character directly from the people, and let this be the strength and the image to be presented to the world, the character of the American people. Ouais, il y avait vraiment... C'était notre époque, hein. C'était notre époque. Il y avait vraiment... d'ailleurs, Biden... je pense qu'on a une photo de Biden à l'époque. Il faut savoir pour la petite histoire, comme quoi la grande histoire est faite de petites histoires. Biden, en 76, était déjà sénateur et il a été le premier... Hein, vous voyez, c'est Biden en costume sombre. Il a été le premier sénateur démocrate à apporter son soutien au candidat Jimmy Carter. Donc Jimmy Carter en 1976, gouverneur de la Géorgie. Donc voilà, donc il y avait vraiment une relation très forte entre la famille Biden et la famille Carter. L'histoire va faire que c'est Biden, on va voir le 9 janvier prochain, donc les dates ont été publiées, décision présidentielle, funérailles nationales de Jimmy Carter le 9 juillet, c'est le 9 juillet, le 9 janvier, excusez-moi. Donc voilà, 9 janvier, les drapeaux dans tous les États-Unis pendant 30 jours. Pendant un mois, vont être en berne, ce qui veut dire que... qu'est-ce qu'il va y avoir ? Que pendant la cérémonie de Trump... D'investiture, hein. Oui, les drapeaux ne seront pas... ils ne flotteront pas dans le vent. Normalement. Non, mais je vois pas pourquoi il ferait ce Je changement. ne verrais pas pourquoi Trump ferait un changement à sa gloire. Tu vois pas Trump changer des choses pour avoir une photo. Le gars, il a viré avec l'armée mais bon, américain pour prendre une photo avec une Bible. Il n'aura pas le pouvoir de le moi, faire. Moi, je pensais à Arlington quand il a marché sur des tombes et fait bouger les familles. Mais il n'aura pas le pouvoir de le faire. Mais en tout cas, ce qui est bien dans tout ça, c'est que c'est Biden, c'est le président Biden et pas le président Trump qui va présider cette cérémonie du 9 janvier. Alors on va voir, ce n'est pas impossible qu'on fasse une émission en direct pour vivre ensemble ce moment-là, ces funérailles nationales du 9 janvier. Le corps de... Jimmy Carter, le cercueil de Jimmy Carter va être exposé dans la rotonde du Congrès. Donc le 6 janvier sera là cette fois-ci. Hein, on connaît ce lieu symbolique où le cercueil de John F. Kennedy, par exemple, a été exposé. Donc voilà, donc ça va être un moment plein d'émotions, plein d'histoires. Avant de se lancer un petit peu tous les deux dans l'histoire de Jimmy Carter, je voulais justement pour que vous voyiez l'histoire, on a 2 photos de l'ensemble des présidents des États-Unis. Donc vous allez voir, cette photo est complètement folle. C'était le dernier représentant de cette photo. C'est là que vous voyez le nombre de présidents républicains et que rarement il y a un président démocrate dans l'histoire des États-Unis. On voit donc George Bush père, Ronald Reagan, Gerald Ford et Richard Nixon avec au milieu donc Jimmy Carter. Et cette photo a été refaite sous la présidence Obama. Et cette fois-ci, vous voyez, donc on a George Bush père, George Bush fils, Barack Obama, Bill Clinton et Jimmy Carter. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ces photos, je les trouve très, très sympas parce qu'en fait, c'est une partie d'histoire.
Et avant de vous laisser la parole un petit peu tous les deux, je voulais vous montrer, on a beaucoup regardé des cartes électorales pendant cette campagne 2024. Et je voulais vous montrer en 76, on connaît beaucoup celle de 1980 avec la victoire de Ronald Reagan, qui a quasiment gagné tous les États. Mais on connaît moins cette carte de 76. Regardez comme l'Amérique était coupée. En bleu, les États gagnés par Carter, 23 États plus District of Columbia. Et en rouge, les États gagnés par Gerald Ford, excusez-moi, Mondale, c'était le colistier de Carter. Et on voit vraiment une Amérique coupée en deux. Et on remarque qu'elle a énormément changé, que la Californie, à l'époque, avait voté républicain, que le Texas avait voté tout le sud démocrate, la Floride aussi. Si on compare, si on a en tête, et même on voit le fameux Rust Belt, finalement il avait été partagé. Je trouve que cette carte est complètement folle. Aussi, c'est les points, parce que quand on regarde New York, qui est aujourd'hui à 29, qui était à l'époque 41 points, le Texas qui est à 38 aujourd'hui et je crois 26 ou quelque chose comme ça, c'est vraiment... c'est les évolutions démographiques. Exactement, la différence entre ces pays. Le Nevada à 3 points et on n'a pas encore dit, mais ce qui est très... drôle, c'est peut-être pas le bon mot, mais il y a Reagan qui a eu 1 point pendant cette élection. Et dans la prochaine élection, il aura quasiment des grands électeurs. Des grands acteurs, oui. Il est passé de 1 à, je me souviens plus exactement à 400, presque tous. Je pense que Carter avait gagné 405. Il a gagné la Géorgie, le Minnesota et encore un État dans le nord. Donc oui, il est passé de 1 point à quasiment 400 quelque chose. Et cette carte aussi, si je voulais vous la montrer, c'est pour vous montrer que les États-Unis, c'est un pays en mutation permanente, que c'est un peuple, le peuple américain, qui n'hésite pas une élection à voter démocrate, l'élection suivante à voter républicaine. Il n'y a pas forcément un attachement pour une vie à un parti. Il n'y a pas non plus cette fixation du peuple américain qui, du coup, déménage très souvent. Il y a vraiment des mutations démographiques extrêmement importantes. On l'a vu cette année, si Trump a surperformé en Floride, par exemple, c'est parce qu'après Covid, la Floride est devenue un État ultra MAGA. Et donc, pour vous dire, regardez, la carte de 2024, ça ne sera pas la carte de 2028 parce que l'Amérique change. Vous vous rendez compte, le Texas en bleu, la Californie en rouge, et c'était pas il y a si longtemps que ça dans l'histoire. Mais voilà, donc c'était ma petite parenthèse des cartes électorales. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Donc voilà, Carter, c'est une vie, évidemment, 100 ans, c'est un parcours. Cody, toi, qu'est-ce que tu retiens de ce parcours-là ? Le parcours, il est vraiment intéressant. Quand on vit 100 ans, c'est sûr qu'on vit plusieurs vies. Et je trouve que Carter, c'est vraiment un exemple formidable de montrer comment il est né dans une époque et qu'il est décédé dans une autre. C'est le premier président qui est né dans un hôpital. Pour vous dire à quel point c'est vraiment, il est né pendant une période qui n'existe plus dans notre monde. C'est quelqu'un qui a fait de l'armée, qui a traversé des époques. Vraiment, quelqu'un avait dit qu'il est né, il y a tellement longtemps, il est né avant la Première Guerre mondiale. Donc il a vu le nazi... non, avant la Deuxième Guerre mondiale. Avant la Seconde Guerre mondiale, oui, c'est vrai. Il est né avant le régime nazi, il a vécu pendant la guerre froide, il a vu l'USSR chuter. L'Union soviétique, il a vu toutes ces périodes de l'histoire vraiment intéressantes, les droits aux États-Unis avec le combat pour les civil rights pendant les années 60, pour les droits des gays. Il y a vraiment plein de choses et on retrouve toujours Carter d'une manière ou une autre impliqué en tant que
sénateur, gouverneur, président ou en tant qu'ancien président, il était impliqué dans tout. Exactement. Thomas, toi, tu retiens quoi? En fait, je retiens une autre partie de sa vie depuis qu'on avait vu une vidéo de Carter il y a quelques mois, si vous étiez là avec nous. On avait beaucoup parlé de Carter quand c'était pendant la présidence, quand il avait dit qu'il souhaitait, ou c'était son petit-fils qui avait dit qu'il souhaitait voter pour Kamala Harris. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Mais elle avait passé cette vidéo fantastique où il était en train d'être interviewé parce qu'il venait juste d'avoir reçu le prix Nobel. Et donc, la personne qui posait la question lui demandait pour vous, donc, le jour, là, ça fait 2 jours extraordinaires dans une vie, le jour où vous êtes devenu président et le jour où vous avez reçu le prix Nobel, pour vous, c'est lesquels de ces 2 jours que vous préférez, que vous gardez? Et Carter, tout de suite, sans hésiter, a dit ben non, en fait, c'est ni un ni l'autre, c'est le jour où j'ai épousé ma femme. Et on peut pas parler en fait de Jimmy Carter sans parler de son histoire d'amour, de ce couple, d'un mariage qui a duré 77 ans et qui a défini chaque moment de sa vie. Pendant sa présidence, après, je pense beaucoup au travail que Jimmy Carter et Rosalind Carter ont fait pour Habitat for Homes et ensemble après sa présidence. Il y a des photos extraordinaires de ce couple ensemble, mais en fait voilà, c'est Carter qui l'a dit lui-même, la présidence, le prix Nobel, ce sont des choses fantastiques, mais pour lui le vrai succès, le vrai moment de sa vie, c'est son amour avec sa femme. Ouais, exactement. Et puis cet amour qui a servi de base à une famille élargie, 4 enfants, 11 petits-enfants, 14 petits enfants. Donc voilà, effectivement, son histoire d'amour sans fin avec Roselyne, 77 ans. Donc le mariage, les photos qu'on vous a montré, la photo du mariage, c'est 1946. Donc il est membre de la US Navy. Oui. Donc c'est un président qui a servi, contrairement servi sous les couleurs, contrairement au nouveau. Et donc ce parcours où il est un fermier. Un fermier qui fait de la cacahuète, c'est vraiment... Peanut, qui est quelque chose qui va être... Il y a plein de petites histoires, mais même pendant sa présidence, on parlait de son avion comme Peanut... Peanut One. Peanut One. Peanut One. À la place de Air Force One, Peanut One. Oui, ouais, vas-y, Cody. Il y a une autre histoire avec sa carrière politique que j'ai trouvé très drôle et qui m'a fait penser, vu qu'on est dans l'année 2024, pour sa première élection, il s'est présenté 15 jours avant le jour du vote. Donc, ça me fait penser à Kamala les 100 jours avant. Et c'était vraiment juste lui et sa femme, lui et Rosalind. Et il disait que c'était un travail d'équipe entre eux. Et il a gagné malgré une fraude. Donc, ça, c'était... il a été triché et il a prouvé qu'il y avait une fraude et résultat il a gagné et c'était une élection où il a gagné avec 3000 voix comparé à 2800, donc c'est vraiment fou de penser que le gars 15 jours avant une élection il s'est dit tu sais quoi, je vais la faire, je vais la gagner. On dirait un film, si vous connaissez les films de Frank Capra, il y a vraiment cette dimension-là dans son parcours. Alors c'est intéressant, Cody, c'était pas prévu, je savais pas ce que tu allais nous raconter, que tu nous parles de fraude, parce que je vais vous montrer une vidéo qui date de 2000, après l'élection de 2016, où c'est un panel public, c'est pas une vidéo qui a été volée. On interroge Jimmy Carter sur l'élection de Donald Trump en 2016. Et vous allez voir, c'est étonnant ce que Donald Trump, c'est étonnant pour un ancien président, ce que Jimmy Carter dit sur Donald Trump. Russia has been proven by our intelligence community to have interfered with one of our human rights, which is the right of free and fair elections. Yes. What's your reaction? How should we deal with Russia? Well, the president himself should condemn it, admit that it happened, which I think 16 of the intelligence agencies have already agreed to say. And there's no doubt that the Russians did interfere in the election. And I think the interference, although not yet quantified, if fully investigated, would show that Trump didn't actually win the election in 2016. He lost the election, and he was put into office because the Russians interfered.
on his behalf. So do you believe President Trump is an illegitimate president? Based on what I just said, which I can't retract, I would say yes. La chute est excellente. Donc voilà, donc c'est Carter. Vas-y Thomas, raconte, explique. Non, mais c'est fantastique. C'est Carter qui explique qu'en 2016, il y a une interférence russe pendant l'élection et que donc Trump est président parce que les Russes ont mêlé dans l'élection. Et donc on lui repose la question, ben alors dans ce cas-là, est-ce que Trump, il n'est pas légitime comme président? Alors oui, parce que je peux pas reculer sur ce que je viens juste de dire. Ouais. Et donc, moment fantastique. Ouais, donc qui rappelle ce côté de l'ingérence, de l'interférence russe dans l'élection de 2016, un ancien président des États-Unis qui met ce point en avant avec humour et avec simplicité. Cette simplicité, c'est aussi sa signature, je dirais presque sa modestie, hein. C'est quelqu'un qui, sans condamner, hein, il y a un moment il a dit non, je ne condamne pas ceux qui le font, mais qui lui a refusé de profiter de son statut d'ancien président, de faire vendre ses mémoires pour beaucoup d'argent, faire des conférences qui rapportent des millions, rejoindre des boards de compagnies. Non, lui, il a gardé toute sa vie cette même petite maison. C'est un contraste complet. Il y a des photos de l'extérieur, de l'intérieur, excusez-moi, de la maison de Jimmy Carter et de Rosalind par rapport à Mar-a-Lago. C'est complètement fou. Alors, il faut parler, évidemment, tout à l'heure, on voyait la photo, c'était lors de son départ de Washington. Donc là, il tient sa fille dans les bras, et donc il quitte Washington après sa défaite, parce que c'est un des rares présidents américains. Il n'est pas le seul, mais il y a Bush père, par exemple. C'est un des rares présidents américains qui a été battu pour un deuxième mandat. Battu en plus à raz-de-marée, hein. Cody nous en parlait tout à l'heure avec la victoire de Ronald Reagan, en se disant mais comment l'Amérique, on vous a montré la carte de 76, comment l'Amérique en 4 ans a pu changer autant d'avis. Il y a un certain nombre d'éléments, on en retient 2 évidemment. Cette période de stagflation, donc de stagnation et d'inflation, où les prix augmentent, hein, qui est assez proche un petit peu de ce qu'on a vécu, et vous allez voir à plusieurs niveaux. Et puis également, évidemment, la crise des otages en Iran, avec l'intervention américaine qui a échoué. On vous a parlé du Iran Gate pendant une émission précédente. On va pas revenir dessus, mais c'est super intéressant comme sujet, hein. On va revoir et aller découvrir vous-même, parce que c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Et donc, il part lorsque Carter part de la présidence des États-Unis. C'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'on considère que c'est un raté, hein, que sa présidence a été un échec, et que c'est un des pires présidents des États-Unis. Et puis, les historiens, en fait, ce sont les historiens qui vont le réhabiliter. Il n'y a pas que le temps, il y a cette vision-là. C'est les historiens qui vont commencer à analyser cette présidence, tout ce qui a été fait sous cette présidence, et en se disant, mais en fait, non, c'est le contraire. C'est un des présidents qui, en 4 ans, a le plus changé en profondeur la société américaine, comme par exemple, ça a été un des premiers, 1976, à parler des problèmes de l'énergie fossile, hein, de parler de réchauffement de la planète. Avant qu'on parle de réchauffement de la planète, il avait même fait installer des panneaux solaires sur le toit de la Maison-Blanche, des panneaux solaires qui avaient été enlevés par Ronald Reagan. Donc, voilà, donc il est en avance sur ça. Il va créer d'ailleurs le Department of Energy. Donc, vas-y Thomas, si tu as besoin d'intervenir, vas-y. C'est super important, vas-y. Il va créer donc le ministère de l'énergie. Il va créer ce qu'on appelle le Superfund, qui est des fonds pour nettoyer
les zones toxiques aux États-Unis, où il y a tous ces déchets toxiques relancés par les entreprises. Donc on voit qu'il y a cette volonté au niveau de l'environnement. Lorsqu'on parle de ministère, c'est lui, hein, gardez-le en tête, parce que ça, on va beaucoup en parler dans les semaines qui arrivent, c'est lui qui crée le ministère de l'éducation. Il n'y en a pas avant. C'est lui, et Trump veut le supprimer. Et pourquoi il fait ? Il dit c'est pour aider les étudiants les plus pauvres et ceux qui ont des handicaps, parce qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de loi fédérale qui fait qu'une école, par exemple, est obligée d'accueillir un enfant sur un fauteuil roulant. C'est Jimmy Carter qui fait ça. Ouais, tout ça, c'est pour remettre le contexte de l'époque aussi, c'est une période, c'est 4 ans de présidence au milieu d'une période plus large républicaine qui est quand même assez folle. À la sortie de Nixon, suivi après par 12 ans de présidence républicaine avec les 2 mandats de Reagan plus Bush père. Donc oui, ces 4 ans ont été facilement oubliés au milieu de tout ça. C'est aussi une époque après, juste avant les années 80, qui est vraiment une époque importante aux États-Unis. Et c'est sûr que même, je me souviens moi, quand j'ai fait des études, l'école ici aux États-Unis, et qu'on a fait, on apprenait par rapport au président, on a vraiment sauté la période Carter parce que voilà, c'est une période très courte au milieu de cette époque républicaine et on oublie toutes les choses qu'il a réussi à faire dans ces 4 ans. Ouais, exactement. Et quand on parlait de l'environnement, par exemple aussi, il a doublé le nombre de national parks, la superficie donc de national parks aux États-Unis, et entre autres, c'est lui, et ce sont toujours des lois qui sont en place que Donald Trump va encore une fois essayer de détruire. Il a protégé la faune et la flore américaine, et entre autres une énorme loi pour protéger l'Alaska, qui était sous la menace d'un espèce de rush vers le pétrole en Alaska, qui risquait de vraiment de bouleverser l'écosystème là-bas, et c'est lui. Donc ça, c'est sur le côté vert, le côté écologique, avant l'heure, hein, encore une fois, avant l'heure, mais il y a aussi son bilan, évidemment, en termes de paix, même s'il y a cette crise de l'Iran derrière, où il a été aussi victime des circonstances, il a été aussi victime de son caractère. Ses biographes expliquent qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'aurait jamais dû être président, parce que il n'était pas intéressé par être réélu. C'est-à-dire que s'il avait le sentiment que c'était quelque chose de bon à faire, il y a eu plusieurs cas dans sa présidence où on est venu lui expliquer que c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour votre image, c'est pas bon pour votre réélection, et il disait oui, non, mais ça, c'est pas grave. C'est bien pour le pays. C'est bien pour le pays, c'est la bonne chose à faire. Par exemple, sa volonté de boycotter en 1980 les Jeux Olympiques à Moscou parce que la crise de l'Iran, ou alors de dire, ben voilà, on va, à cause de l'envahissement de l'Afghanistan, on va arrêter l'exportation de blé, de céréales à Moscou pour faire faillir cet empire soviétique. Et finalement, ça va se passer quelques années après. On lui dit, mais attendez, Monsieur Carter, c'est une décision catastrophique parce que vous allez avoir tous les pays, les agriculteurs américains et les grands groupes de l'industrie agroalimentaire qui vont voter contre vous et qui vont faire campagne contre vous. Il dit, c'est pas grave, c'est la bonne chose moralement à faire et je le fais. Et donc, c'est aussi une des raisons de sa défaite en 1980. Et donc, il y a tout son travail autour de la paix. Et entre autres, je ne sais pas, est-ce que Cody, tu voulais nous parler, je ne sais pas ce que tu as prévu, est-ce que tu voulais nous parler des accords de Camp David ou j'y vais moi? Vas-y, moi j'ai d'autres choses, je peux en parler un peu, j'ai peut-être pas plus de détails que moi. Bah écoute, je raconte ça et après je te rends la parole. Vas-y, ok, ça marche. Donc, évidemment, le plus grand succès diplomatique de Carter, président, parce qu'après, il va continuer ses efforts diplomatiques pour la démocratie, comme nous le disait Pierre tout à l'heure, en dehors de la présidence. On va le retrouver de partout dans le monde où il y a une crise, où il va se proposer comme médiateur.
Et donc, en 78, les accords de Camp David entre l'Égypte et Israël, hein, on ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment énorme. Il arrive à réconcilier Israël et son plus grand voisin en termes de taille, l'Égypte. 13 jours de négociations à Camp David. Ça veut dire quoi, 13 jours de négociations? Juste imaginez la situation. C'est que donc on est dans ce camp, dans cette base, dans ce camp américain qui sert de lieu de retrait du président. Il y a ce qu'on appelle des cabines, donc des différentes des petits chalets. Voilà, des petits chalets, c'est bien Cody. Il y a des petits chalets. Et donc, dans un chalet, il y a Begin, donc le premier ministre israélien. Dans un autre, il y a Sadat, le président égyptien. Et pendant 13 jours, ils vont vivre là. Et pendant 13 jours, Carter, tous les jours, va essayer de les faire avancer, les positions, les rencontrer, les faire se parler, etc. Et à la fin, il y a cet accord qui est signé, les accords donc, de Camp David, qui, pour la première fois, on connaît évidemment le reste de l'histoire, mais pour la première, et entre autres l'assassinat de Sadat, mais pour la première fois, on a ce sentiment que peut-être la situation d'Israël, les pays arabes, la Palestine, tout ça va se régler. Et d'ailleurs, avant que Carter reçoit le prix Nobel de la paix, c'était plus tard, c'était en 2002, je crois. Oui. Avant ça, le président égyptien et le premier ministre israélien ont reçu pour ces accords-là le prix de la paix, donc le prix Nobel de la paix. Donc ça, c'est vraiment aussi la signature Carter, cette volonté pour la diplomatie, cette volonté de la paix avant l'envahissement de l'Afghanistan. Il avait quand même réussi le traité SALT II, qui était contre la prolifération des armes nucléaires. Donc vraiment un vrai bilan. Ouais, Cody, toi, qu'est-ce que tu voulais nous raconter? Moi, c'était plutôt sur le côté domestique des États-Unis, parce qu'on parle très souvent des juges nommés par Trump et comment il y en a partout, comme des canons qui maintenant ont permis de échapper à la justice. Mais moi, je voulais revenir sur les 4 ans de Jimmy Carter, où pendant ces 4 ans, il a nommé 57 minorités pour les juges et 41 femmes. Donc ça veut dire une de ces femmes, c'était Ruth Bader Ginsburg, qui, on sait très bien, s'est retrouvée ensuite c'était pas Carter. Carter n'a pas nommé un juge à la Cour suprême, mais Ginsburg, dans sa carrière, elle se retrouvera... il en a fait une juge fédérale. Exactement, ouais. Elle s'est retrouvée plus tard sur la Cour suprême. Et dans son cabinet, un sujet qu'on a beaucoup traité récemment avec tous les milliardaires de Trump qui nomment partout dans le monde, Carter était le premier d'avoir une femme noire, Patricia Roberts Harris, dans son cabinet. Donc voilà encore quelqu'un qui a fait vraiment beaucoup de progrès dans la société américaine sur vraiment plein de sujets. On a parlé de l'environnement, on a parlé de la paix, et aussi pour tout qui est les droits et l'égalité. Il était encore une fois présent. C'est un très très bon rappel, hein. Ça paraît complètement fou de le dire maintenant. Et il faut savoir que déjà il a fait sa campagne de gouverneur sur cette fin de racisme systématique dans les États du Sud américain. Et lorsqu'il s'est retrouvé à la Maison-Blanche, c'est la première fois. Avant Carter, il n'y avait pas de juges fédéraux des minorités raciales. Hein, c'est Carter qui a fait ça le premier, qu'il y ait des présidents, qu'il y ait des juges afro-américains d'origine latine. C'est Carter qui a fait ça. Et pareil, l'ouverture du pouvoir vers les femmes, le premier à l'avoir fait, c'est lui. Thomas, tu voulais nous rajouter quelque chose? Non, tout ça c'est fantastique, c'est super de faire le tour de tout ça. Je voulais juste vous montrer quelques photos après sa présidence. Tiens, on va recommencer en 2002 avec le prix Nobel. Ouais. Voilà. Bonne année. Bonne année, oui, Cody est né en 2002. Okay. Et après, évidemment, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais tout son travail après sa présidence avec Rosalynn Carter, ça aussi c'est important de le dire à chaque fois, c'est qu'il n'était pas seul dans tout ça. Ce travail, il y a des photos fantastiques de ensemble.
vraiment humain. Ouais, et ces photos, c'est pas pour la galerie. Non. Hein, le plus important, ça, ce qu'il faut dire, c'est que non, il allait sur des chantiers, y compris jusqu'à très tard dans sa vie, y compris, il s'est blessé plusieurs fois. Oui. Il y a des photos de lui avec un œil Ouais. complètement noir parce qu'il est tombé. Exactement. Et cette association, bon, il y a déjà le Centre Carter pour la paix qui a été créé, mais cette association qui est Habitat for Humanity, Carter a participé à la construction de 4390 maisons. 4390. Et ce qui est fou, c'est que peu à peu, il s'est dit non, mais ce qu'on fait aux États-Unis, c'est bien, mais il faut aller le faire ailleurs. Il a fait des opérations dans le monde entier, en Amérique latine, en Chine, pour aller construire des maisons. Et quand je vous dis construire des missions, il travaillait toute la journée. On a une autre photo, je crois, avec une équipe. Voilà, c'est ça, c'est que c'était pas pour la galerie, c'était pas non plus pour soi. Il n'avait plus de carrière politique après, il ne chassait rien d'autre, il faisait ça parce qu'il croyait en ça. Je sais, on en a parlé souvent de, ok, ça c'est une vaguelette. Ouais, voilà, ça ressemblait à quoi les années Trump après la présidence 2016 et 2020. Les plupart des présidents après, soit ils se mettent un peu en mode vacances, retraite, peut-être ils écrivent des livres, ils vendent un peu leur histoire. Carter, c'est quelqu'un depuis toujours jusqu'à la fin, il était pour l'humanité, quoi. Je trouve ça magnifique. Et il l'a annoncé en plus en quittant la Maison Blanche, il a dit qu'il voulait, je crois que son exemple c'était Truman, de faire une vie après où il voulait pas s'enrichir. Et c'est ce qu'on voit avec tout ce qu'il a fait pour aider en tellement d'endroits. Je sais que il a même quasiment éradiqué après la Guinée, traduction, ouais. Vraiment, c'est dès qu'il a trouvé une passion pour aider des gens, c'était toujours à 100%, il y allait pour. Ouais, et malheureusement, j'ai dû oublier, il y avait une photo fantastique où on les voyait. Vas-y, tu peux nous les mettre. Donc, en train de travailler. Et encore une fois, hein, il y en a des dizaines et des dizaines de clichés pendant des années où on les voit faire de la plomberie. Non, mais vraiment, Non, mais on voit Rosalind Carter. Il y a une photo que j'ai vue. On voit Rosalind Carter qui est au sol avec une clé et elle est en train de serrer des tuyaux de plomberie. Il y a cette autre photo où ils arrivent sur un chantier. Est-ce qu'on l'a, Thomas? Où ils arrivent, ils sont de dos, une photo qui est de l'Indiana, où ils sont... non, on est en train de voir, est-ce que je te l'ai mis? J'ai dû l'oublier. Ah, je vous la partagerai. Bah non, elle est là. Parce qu'elle est formidable. Elle a un petit détail, vous allez voir, que j'aime beaucoup. Thomas est en train de vous la charger. Donc voilà, donc ça c'est à l'Indiana, c'est la personne qui vient de recevoir la maison que Carter et les volontaires ont construit pour eux. Et donc, c'est Carter et Rosalind de dos. Et regardez sur leur casque, il y a leurs initiales dessus. Ah. Je trouvais que c'est complètement... ouais, ce petit détail, il m'a bluffé. Super. Et il ça m'a montre touché. vraiment que c'est pas juste pour la photo, on met le casque, on met le t-shirt et on y va pour une photo. Et ça doit être quand même quelque chose, un sentiment... Je sais pas comment le décrire. Si tu vis dans une maison construite par un président, Ouais. dire c'est toujours la police. Elle a ils disent toujours sur les voitures to protect and serve. Donc c'est toujours le truc de public servant. Donc de être là pour le peuple. Et là c'est vraiment le cas. Il est là à construire des maisons bien après ses années de retraite. Ouais. Euh, Et non, faites bien de le préciser tout ça tous les deux parce que en fait, je voulais débuter l'émission sur Carter pour lui rendre hommage, mais la place de ce sujet aurait dû être dans notre journal des Vaguelettes parce que c'est quelqu'un qui a démontré toute sa vie que à titre individuel, on pouvait faire changer les choses. Hein. Il est devenu aussi observateur dans de nombreuses élections à travers le monde pour s'assurer que la démocratie soit respectée. Donc voilà, et il a eu aussi une influence culturelle extrêmement importante aux États-Unis. C'est le premier président à avoir porté des jeans. Avant lui, ça ne se faisait pas. Les jeans à la Maison-Blanche, ça n'existait pas. Et en fait, c'est aussi un très bon documentaire dont vous avez parlé
Belkacem, il me semble, sur Jimmy Carter et le rock, et entre autres ce qu'on appelle le Southern Rock. Son influence, il était proche du groupe des Allman Brothers, donc on va le voir en vacances. Vous allez voir, il porte des t-shirts qui aujourd'hui seraient à la mode dans le côté. Je dirais pas du tout au président entre Non. comment il se tient, le visage et le t-shirt. C'est incroyable, vraiment unique. Ouais, vraiment unique. On va le voir avec le band. Donc voilà, ils sont là. Donc là, il est devenu. Là, on n'est plus en vacances. On a la cravate, mais on a des photos en 77 pour son inauguration. Donc un des galas qui a été fait. Donc il y a avec ce magnifique manteau Aretha Franklin qui est là. À côté, c'est Warren Beatty. Donc là, et il y a une autre personne toute derrière avec une chemise à damier, c'est Paul Simon de Simon & Garfunkel. Donc vraiment cette influence. On a des photos de lui avec Bob Dylan. Bob Dylan qui était vraiment, il existe des vidéos, on ne peut pas vous les passer pour des questions de droit, où Bob Dylan parle de Jimmy Carter parce que ils sont devenus vraiment très proches, et il explique en fait c'était juste un mec bien, quoi. Oui. Et vas-y. Là on parle, ça me fait penser parce que là on parle de Rock the Democracy, c'était sur la période du Vietnam. Le deuxième jour de son mandat, Jimmy Carter a pardonné tous les Dodge Drafters. Donc quand on parle de quelqu'un qui pensait vraiment juste pour le bien du pays. Ouais, les Dodge Drafters, c'est les personnes, c'est les jeunes américains qui étaient convoqués pour aller se battre au Vietnam. Hein. On n'oublie pas, il ne faut pas oublier que la guerre du Vietnam, c'est la dernière fois où le draft a été utilisé aux États-Unis, c'est-à-dire que vous étiez pas impliqué, mais vous étiez renvoyé de force, convoqué de force dans l'armée, et donc il y a des personnes qui ont quitté le pays, et en termes d'unité nationale, effectivement, comme Cody vient de le dire, Jimmy Carter s'est assuré que ces personnes-là soient pardonnées et puissent venir revivre aux États-Unis. Il y a aussi une rencontre avec Robert Redford, je pense. Regardez cette photo, elle est pas mal non plus. On voit qu'il porte sa valise. Hein. Il est président, mais il porte sa valise. On dirait que c'est l'assistant de Redford sur le tournage. Exactement. Évidemment, il y a eu la consécration via Habitat for Humanity de se retrouver dans les Simpsons. Hein, dans les Simpsons, regarde Jimmy Carter dans les Simpsons. Et puis il y a une photo de lui qui est devenue culte. Et il reçoit là le président du Nigeria à la Maison Blanche. Les deux prennent la pose et regardez le flow de cette photo. Elle a un tel flow que elle a été utilisée dans le monde du rap. Et donc, regardez cet hommage, elle fonctionne très bien. Bah oui, elle est vraiment... tu t'attends pas à cette photo, et c'est sûr que la collection de photos qu'on a vues de Jimmy Carter, il y a vraiment des photos pour tout. Et de rock, de fermier. Est-ce que tu peux nous dire le nom du président du Nigeria? Ça non. Non. Thomas, est-ce que tu... Sanjo. Vas-y. Obasanjo. Voilà, Obasanjo, exactement. Donc voilà, on aurait pu faire 2, 3, 4, 5 émissions sur Jimmy Carter, parce que vraiment, en 4 ans, un impact considérable sur la société américaine. Hommage, évidemment, de Joe Biden, qui non seulement, comme je vous l'ai dit, le connaissait, proche de la famille. Il y a peut-être un parallèle à faire entre la présidence de Biden et de Carter, quelque part, pourquoi pas. Donald Trump aussi a rendu un hommage à Jimmy Carter. La première réaction, c'est triste aussi, hein. Je ne sais pas qui a écrit ce message-là, mais la première réaction sur les réseaux sociaux en disant « ce n'est pas lui ». Ironiquement, il faut savoir que jusqu'à son dernier discours de campagne de cette année, donc avant le 5 novembre, Donald Trump parlait de Jimmy Carter dans ses discours en expliquant que c'était le pire président de l'histoire des États-Unis. Et là, en fait, il dit exactement le contraire dans ce message-là. Et c'est pour ça que c'est bien que ça soit pas
à lui de faire tous les procédures de funérailles, Ouais. parce que sinon on sait comment ça serait devenu un événement pour la gloire de Trump et pas pour Un reconnaître hommage, ouais. l'hommage exactement à Jimmy Carter. Donc normalement, on va voir comment ça s'organise, on va voir le programme, mais on va essayer de vous faire vivre tout ça en français ensemble le 9 janvier prochain. Allez, on fait une pause et on ouvre le reste du dossier 2024.